Messieurs, dames, bonjour. Merci Serge pour l'introduction. Je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour se présenter Pixium Vision, le travail qui a été fait ces dernières années. Pour ceux qui sont dans l'association depuis quelques temps, vous avez sûrement déjà entendu parler de Pixium Vision dans le cadre du système Iris qui avait été développé initialement donc pour les patients atteints de rétinite pigmentaire. Alors c'était un système qui avait ses limites et que Pixium a décidé de finalement arrêter pour plusieurs raisons, notamment le caractère invasif. Donc comme vous le voyez ici, vous aviez en fait un système électronique qui était positionné sur le globe oculaire du patient avec un faisceau d'électrodes qui allait pénétrer en fait à l'intérieur de la sclère du patient pour venir poser ces électrodes sur la rétine de manière épirétinéenne. Il y avait effectivement des limitations et donc on a décidé de changer notre fusil d'épaule un peu et de partir donc sur un système moins invasif comme je l'expliquais par rapport au système Iris, qui allait également avoir un temps chirurgical qui allait être raccourci parce que la chirurgie était assez longue et assez lourde dans le cadre du système Iris. La procédure donc simplifiée et également une limitation de l'électronique implantable parce qu'effectivement comme vous le voyez il y avait quand même un certain volume occupé au niveau du globe oculaire par l'électronique et qui pouvait être un peu gênant pour le patient. On a également décidé de cibler pour différentes raisons les patients essentiellement atteints de DMLA sèche avancée dans le cadre des premières études cliniques. Ça ne veut pas dire que la rétine pigmentaire est oubliée, on y reviendra à la fin, on a toujours des projets en tout cas en stock dans ce sens, mais je l'évoquerai sur la fin de la présentation. Très rapidement, je pense qu'on a déjà mentionné plusieurs fois le fonctionnement de la rétine et donc d'une rétine saine. Dans le cas des patients atteints de DMLA, en fait, on a effectivement les photorécepteurs qui sont atteints et qui vont donc empêcher le signal nerveux de remonter jusqu'au cerveau et donc l'information visuelle d'être transmise. L'idée du système Prima est la suivante, c'est de dire les photorécepteurs ne sont plus fonctionnels, on va les remplacer tout simplement par des photodiodes. Alors, photodiode, faut avoir en tête, c'est l'équivalent de vos panneaux photovoltaïques si vous voulez, alors bien sûr de manière très miniaturisée, mais la technologie est la même en tout cas. On se retrouve avec donc un faisceau lumineux qui va venir donc taper ces photodiodes, générer un courant électrique qui lui va permettre de pouvoir remonter l'information visuelle jusqu'au cerveau du patient, vu que le seul organe qui ne fonctionne pas, ce sont les photorécepteurs. En les remplaçant, on doit pouvoir restimuler une vision pour le patient. Alors au niveau chirurgical, on va venir donc implanter, comme vous le voyez en haut à droite, cette micro-puce. Donc vous avez une photo également en dessous là sur une pièce de 1 cent. Donc ça fait 2 mm de côté, donc c'est vraiment très très petit. Et ça va être donc glissé de manière sous-rétinienne, comme ça a été mentionné précédemment. On va venir donc soulever très légèrement la rétine de manière très, très délicate et venir avec l'outil qui vous est présenté à côté, venir insérer cette petite puce sous la rétine. L'idée c'est de pouvoir avoir en fait ces photodiodes qui sont le plus proche des photorécepteurs, c'est-à-dire en fait d'avoir une localisation anatomique la plus proche des cellules remplacées. Alors ici vous avez un fond d'œil de l'implant implanté, donc vous voyez qu'effectivement sur la DMLA on a une atteinte centrale en priorité, donc on voit effectivement la macula qui est atteinte avec une atrophie assez importante, et l'implant donc qui est positionné donc de manière sous-rétinéenne, donc de 2 mm sur 2, il fait 30 microns d'épaisseur pour que vous vous rendiez compte, donc c'est vraiment minuscule. Et donc la puce est positionnée à cet endroit donc central le plus proche de la fovea afin de permettre de régénérer la vision centrale qui manque aux patients atteints de DMLA et qui les impacte dans leur vie quotidienne. Hop. Alors justement c'est une petite vidéo qui vous présente très rapidement le concept de l'implant. Donc c'est comme je vous le disais plusieurs petites photodiodes qui sont montées les unes à côté des autres et chaque photodiode représente finalement un pixel sur vidéo qu'on va pouvoir utiliser par la suite.
Alors, pour pouvoir activer les photodiodes, la lumière ambiante, la lumière du soleil ne nous permet pas d'activer ces photodiodes. Elles sont sensibles à une longueur d'onde bien spécifique. Cette longueur d'onde, en fait, elle est générée par laser, en fait. Donc, c'est un système laser que vous voyez ici. Donc, ça nécessite de porter des lunettes, comme on l'avait vu précédemment avec Gensight. On retrouve effectivement ce besoin de lunettes. Alors là, on est sur la deuxième génération de lunettes. Donc, comme vous le voyez, les patients ont des verres transparents. L'idée est de pouvoir à la fois utiliser le système et donc la vision générée par les photodiodes, mais également la vision résiduelle du patient avec donc ces verres correcteurs habituels. Donc le concept du système est le suivant, vous avez une caméra donc, qui est à l'avant des lunettes qui va venir filmer l'espace ambiant du patient. On va venir transmettre ces informations vidéo en fait au système donc, embarqué qui est porté par le patient, qui reste assez volumineux aujourd'hui. On travaille bien évidemment pour le réduire. Ce système cet ordinateur embarqué en fait va venir traduire et analyser les informations vidéo et les transmettre de manière simplifiée via laser à l'implant pour régénérer une vision du patient. Alors très rapidement sur cette génération de lunettes, on est effectivement sur quelque chose alors on n'est pas encore sur quelque chose de très esthétique, je vous l'accorde. En revanche, on était aussi parti initialement sur les lunettes Robocop que Magali nous a présenté précédemment chez Gensight. Donc il y a un potentiel d'évolution pour tout le monde. Je tiens à vous rassurer. Et nous-mêmes, on continue à travailler sur un aspect de miniaturisation et d'esthétique. Donc, le concept, je viens de vous l'expliquer très brièvement. Donc la caméra filme effectivement le faisceau laser envoyé au niveau de l'implant, et on va venir donc régénérer. Donc ces photodiodes vont générer un courant électrique qui va être proportionnel en fonction de l'intensité du faisceau laser qu'on va envoyer, et qui va pouvoir permettre au patient de repercevoir, d'avoir de nouveau des stimuli visuels. Donc c'est pas une vision naturelle, bien évidemment. La sensation est différente. Ça n'est qu'en noir et blanc. On n'a pas de codage pour la couleur encore. Mais en tout cas, on arrive à régénérer une perception pour les patients qui était au départ vraiment très limitée, et aujourd'hui, à la fois parce que nos algorithmes se raffinent, mais également parce qu'on travaille de plus en plus avec les patients, on apprend également beaucoup des patients, on arrive à avoir des résultats qui sont plus probants. Alors une très rapide vidéo de présentation à nouveau du système. Tout a été abordé très rapidement. Donc là, l'aspect chirurgical, où on va venir donc soulever la rétine. Donc déjà on fait une vitrectomie. On va venir soulever la rétine, positionner donc avec l'outil d'insertion que je vous mentionnais précédemment cette petite puce sous la rétine. Hop. Alors, on attend ensuite 4 semaines avant de pouvoir activer le système des suites de la chirurgie. Donc, on peut également la replacer pour la positionner le plus proche de la fovea, donc du centre de la macula. Et donc après, le patient est capable, donc en portant ses lunettes, de pouvoir donc filmer l'information qu'il a devant lui et pouvoir l'analyser après coup. Alors, ça nécessite bien évidemment beaucoup de travail de la part du patient en termes de réhabilitation. On a effectivement de longues sessions. On fait une session de 3 heures toutes les semaines, et le patient est également censé utiliser son système à la maison. Donc effectivement, c'est assez lourd en termes d'investissement pour le patient. Alors, on a fait une première étude de faisabilité qu'on avait initiée il y a 3-4 ans maintenant. Les patients sont toujours suivis dans le cadre de cette étude. Donc 5 patients ont été implantés. L'idée était effectivement de valider la faisabilité et l'utilisation du système. D'abord de vérifier la sécurité du dispositif. Il s'agit de ne pas avoir de complications, d'infections, de soucis chirurgicaux en particulier liés au système, ou de rejet possiblement. Mais également, on souhaitait s'assurer que l'implantation du système n'allait pas générer une perte d'acuité visuelle du patient. On ne souhaite pas détériorer plus la vision du patient. Donc c'était important de pouvoir valider ces aspects qui ont été donc la vision a été préservée pour les patients. Et en utilisant le système, on a observé une amélioration allant jusqu'à 0,3 logmar pour certains patients, ce qui veut dire 3 lignes TDRS. Donc les ETDRS, c'est
lignes de lecture que vous faites chez l'ophtalmo. Donc voilà, donc ça permet quand même d'avoir un gain significatif. Je passe à ça. Donc au niveau de l'acuité visuelle, donc là c'était effectivement pour s'assurer qu'il n'y avait pas qu'il y avait un gain avec le système. Donc quand vous voyez, donc là c'est une échelle en logmar qui est utilisée plus, c'est pas une notation standard mais que nous on utilise en interne. Plus le logmar est bas et plus l'acuité visuelle est bonne. Donc on voyait qu'effectivement au cours du temps et en utilisant le système Prima, les patients étaient capables d'avoir un gain par rapport à leur acuité visuelle naturelle initiale. On a observé autre chose d'assez intéressant, et ça reboucle sur des choses qui ont été mentionnées précédemment, c'est de dire qu'en fait, au cours du temps, l'acuité visuelle du patient ne s'est pas détériorée, parce que c'est ce qu'on voulait valider, que l'implant n'allait pas détériorer outre mesure l'acuité résiduelle. Mais en plus, on a vu en fait un gain progressif d'acuité visuelle chez certains patients. Alors, on explique ça possiblement par une restimulation en fait des aires cérébrales liées à la vision qui n'étaient plus vraiment stimulées. Et donc, en fait, finalement, les patients étaient amenés à utiliser plus leur vision, à avoir une meilleure acuité visuelle, même sans système. Alors, une rapide vidéo de ce qu'un patient peut faire. Donc, on a des mises en situation comme ça sur lesquelles on travaille de plus en plus. Donc là, c'est ni plus ni moins qu'une photo d'un tableau de gare qui avait été projeté sur un écran. Et l'idée était de demander au patient à quelle heure arrivait le train pour Rennes. Donc, l'exercice paraît simple, mais il nécessite à la fois de positionner la tête du patient pour que la caméra soit dans la bonne direction. Ça nécessite également que le patient positionne son œil dans une position spécifique pour que le laser puisse venir frapper l'implant en son centre. Et puis ensuite, il y a l'analyse de la lecture du patient, de venir chercher les différentes informations. Donc là, effectivement, il a trouvé que le train était à 8h09, le train pour Rennes. On fait également des mises en situation en extérieur. C'est assez récent qu'on travaille là-dessus, mais en tout cas c'est important. Donc là essentiellement sur la lecture, les axes, l'étude clinique en tout cas avait été validée, avait été centrée essentiellement sur un gain en lecture, mais il y a également un besoin de gain en mobilité possiblement intéressant à travailler avec les patients dans le futur. Donc ça, c'était l'étude de faisabilité qui nous a donné pas mal d'informations déjà. On a lancé depuis maintenant un peu plus d'un an et demi, une nouvelle étude, donc une étude pivotale, donc là de plus grosse ampleur, donc qui va couvrir 38 patients sur plusieurs centres cliniques et pas seulement sur le 15-20 comme ça l'était pour la première étude, et donc sur l'Europe et l'Angleterre, enfin UK, vu qu'ils ne font plus partie de l'Europe. Alors l'idée cette fois-ci c'était effectivement de venir de nouveau voir des critères d'efficacité, mais de venir les raffiner et de se mettre des contraintes plus importantes. Donc on s'attend effectivement à avoir un gain de 2 lignes TDRS comme je vous le mentionnais précédemment. Également on vient mesurer l'impact en termes de qualité de vie pour le patient, parce que c'est quand même c'est une notion importante de voir si le patient est capable de faire de nouvelles choses avec son système qu'il n'était plus capable de faire à cause de sa pathologie. Et également effectivement de travailler sur la perception visuelle centrale et de s'assurer qu'on n'avait pas trop d'adverse event, donc c'est des problèmes qu'on peut rencontrer avec le système, et que la vision résiduelle est conservée également. Alors au niveau des critères d'inclusion, le recrutement est toujours en cours d'ailleurs dans le cadre de cette étude. Donc on cherche des patients qui sont âgés de plus de 60 ans, qui ont une DMLA sèche avancée, donc avec une acuité visuelle de moins de 1,2 logmar, donc ça fait moins de 1/10, ça fait 1/600. Avec une atrophie qui permet de pouvoir positionner l'implant au cœur de l'atrophie. Et le dernier point, alors là qui est mentionné, c'est que le patient soit en mesure de comprendre les contraintes de l'étude, et qu'il ait bien intégré l'impact, parce que ça nécessite effectivement, comme je le mentionnais précédemment, des heures et des heures de réhabilitation, et ça demande un investissement fort du patient. Et on se rend compte que plus l'implication du patient est importante, et meilleurs sont les résultats. Donc vraiment c'est un critère important, il faut que le patient ait bien conscience que c'est un process long, assez laborieux pour certains patients. On a des résultats qui varient beaucoup de patient en patient, mais qui peut à terme lui apporter un bénéfice.
Donc là, très rapidement, en France, on a effectivement 7 centres qui font partie de cette étude. Donc 3 centres en région parisienne, donc 2 sur Paris, la Fondation Rothschild et l'hôpital 15-20, le CHI de Créteil en banlieue parisienne, et puis sinon, on est également présent sur Bordeaux, Marseille, Lyon et Nantes. Alors j'ai entendu Strasbourg, non pas encore, ça sera effectivement à terme possiblement une destination qui fait sens, mais en tout cas aujourd'hui dans le cadre de l'étude ça a été limité à ces centres-là. Et également sur l'Europe, donc on a des centres, donc comme je l'ai mentionné précédemment, donc, en Angleterre, en Hollande, en Italie et en Espagne. Et bien sûr, la finalité de cette étude, c'est donc de valider tous les aspects sécurité, fonctionnalité du système, mais également de pouvoir à terme obtenir une autorisation de commercialisation du système pour pouvoir faire profiter de notre système au plus grand nombre. Donc là, comme je vous le disais, l'étude est toujours en cours. Donc il y a un numéro de téléphone sur lequel vous pouvez contacter, donc une hotline pour être mis en contact après avec les centres cliniques les plus proches de chez vous. Donc si vous connaissez des patients atteints de DMLA sèche qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à les renvoyer vers nous. Pour le système Prima, c'est quoi les prochaines étapes? Parce que comme on vous l'a expliqué, effectivement, en recherche clinique, le planning est effectivement souvent assez long. Donc la première chose, ça va être déjà de finaliser les 2 études qui sont en cours et que je vous ai présentées. De développer, nous, de notre côté, des algorithmes de traitement du signal. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le signal est analysé par l'ordinateur embarqué et pour essayer de simplifier, pour essayer de transmettre une information la plus pertinente. Donc ça, nous, on travaille là-dessus. On travaille également sur l'amélioration de l'esthétique du système. C'est quelque chose d'important, on le sait. C'est pas la priorité dans un premier temps en tant que société de recherche. D'abord, on cherche à valider l'efficacité et la validité du système. Maintenant, on sait effectivement que l'aspect esthétique compte à terme, en particulier sur une phase de commercialisation. Donc on a effectivement initié un travail dans ce sens-là. On a ensuite une diversification des cas d'utilisation. On utilise essentiellement aujourd'hui le système pour de la lecture. En tout cas, le travail qu'on fait avec les patients, c'est essentiellement pour de la lecture. Donc on a des patients qui sont capables vraiment de lire des textes assez fins. Il faut aussi qu'on travaille sur des aspects de mobilité, de localisation, de coordination main-vision. Donc c'est des choses sur lesquelles on est en train de travailler, que le système peut supporter et pour lequel il peut apporter des bénéfices. Mais aujourd'hui, on n'a pas en tout cas mis les choses en œuvre pour pouvoir le prouver, le montrer concrètement. Et à terme, effectivement, l'idée c'est bien sûr d'avoir le marquage CE pour le système, pour pouvoir lancer la commercialisation et que la majorité des patients puissent bénéficier du système. Alors vous allez me dire, bon, et donc la rétinite pigmentaire là-dedans, on a parlé de DMLA, alors même s'il y a peut-être des gens atteints de DMLA parmi vous. Alors on vous a pas oublié, la rétinite pigmentaire reste un objectif pour Pixium. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que la technologie semble compatible avec la pathologie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas apporter un bénéfice aux patients atteints de rétinite pigmentaire. Ça va nécessiter bien sûr d'être validé dans le cadre d'une recherche clinique. Mais en tout cas, d'un point de vue fonctionnel et d'un point de vue faisabilité, ça paraît tout à fait cohérent et envisageable. Après, il y a effectivement le besoin d'étendre les indications pour qu'il y ait un maximum de patients qui puissent en bénéficier. Alors, de notre côté, on travaille effectivement sur une étude clinique. Elle est à l'état embryonnaire, pour être tout à fait honnête avec vous, mais en tout cas, c'est quelque chose sur lequel on réfléchit. L'idée est de savoir dans quel contexte on le fait, quelle localisation de l'implant, quelles sont les choses qu'on va venir mesurer, quels sont les bénéfices attendus, etc. Donc en fait ça nécessite tout un travail en amont quand même de cadrage et d'organisation de l'étude, mais en tout cas on réfléchit à ça et c'est quelque chose qui va être initié je pense dans les années à venir. Alors encore une fois c'est vrai que ça paraît long dit comme ça, mais les process de développement sont longs et donc je veux pas vous faire de faux joie en vous disant que ça va arriver très bientôt, mais en tout cas on travaille dessus et c'est bien sûr dans les tuyaux de notre côté. Je pense avoir fait le tour. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition.
Oui, moi j'ai une question. Chez les patients qui viennent d'être greffés, est-ce que le cerveau reconnaît spontanément l'arrangement spatial des photodiodes du capteur, quoi? Enfin, les lignes, vous les rangez, enfin, est-ce qu'il comprend? Est-ce que le cerveau comprend en quelque sorte et directement qu'il s'agit d'une image organisée, quoi? Alors, c'est une question fort pertinente. Effectivement, ça va varier énormément d'un patient à l'autre. C'est-à-dire que ça va varier de la durée de cécité du patient en fonction de son intégration corticale. Donc il va y avoir différents caractères qui vont rentrer en ligne de compte. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on voit avec les patients qu'on a implantés récemment, c'est effectivement une phase d'adaptation qui se fait dans les quelques premiers mois d'utilisation du système. Au début, on a effectivement une vision, mais qui reste assez grossière. Et avec l'utilisation du système, on arrive à raffiner en fait cette vision, comme si le cerveau réussissait en fait à retrouver du grain et de la résolution plus fine, et donc permettre aux patients de voir des choses de plus en plus détaillées. Donc oui, effectivement, l'intégration se fait pas de manière immédiate, elle se fait de manière assez progressive, mais elle est aussi très dépendante d'un patient à l'autre, pour être tout à fait transparent. Actuellement, la prothèse que vous avez a combien de capteurs? Alors on a 378 pixels. Donc alors 400 pixels, ça peut paraître, j'arrondis, mais ça peut paraître effectivement limité. Aujourd'hui, ça permet quand même de pouvoir percevoir, de pouvoir en tout cas lire et d'avoir des niveaux de détail qui sont suffisants pour certaines choses de la vie quotidienne. Maintenant, on n'est pas sur un niveau de détail qui permet effectivement de pouvoir, alors en particulier un des manques et une des gênes principales des patients atteints de DMLA, c'est la reconnaissance des visages. On n'est pas à ce niveau-là encore de résolution, on n'est pas capable d'avoir en fait ce niveau de détail et d'intégration aussi par le patient. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect implant et il y a l'aspect aussi intégration du message derrière par le patient. Donc aujourd'hui ça paraît limité. On travaille nous sur la possibilité de faire des implants un peu plus gros pour avoir justement plus de pixels, ou de réduire la taille des pixels pour avoir une meilleure résolution. Donc on est en train, c'est des choses sur lesquelles on travaille nous en interne pour les prochaines générations de systèmes. Mais pour nous, concrètement, dans la vie de tous les jours, ce qui est... Bon, la lecture, c'est bien, mais je crois que la plupart d'entre nous, on en a fait le deuil. Pour nous, enfin pour moi déjà, la chose la plus importante, c'est la locomotion, et je trouve on n'en parle pas beaucoup. Et c'est vrai que dans les essais qu'on voit, c'est pas souvent évoqué. Et pour moi, la locomotion est vraiment un facteur essentiel d'intégration et de sociabilisation. C'est évident, on est conscient de ce problème. On travaille dans ce sens-là également. On a de plus en plus de patients avec lesquels on travaille en extérieur. Alors je vous cache pas que ça pose aussi des problèmes d'assurance, des problèmes de... Enfin en fait c'est pas si facile de mettre en place des séances de mobilité avec les patients en extérieur. Mais oui, clairement il y a un besoin, et surtout il y a aucune... Aujourd'hui en tout cas, à travailler avec certains patients et à voir leur évolution depuis plusieurs mois, il n'y a rien qui l'interdit. En fait, tout pense à croire que ça peut vraiment apporter un gain aux patients même en termes de mobilité, en termes de localisation, en termes de positionnement dans l'espace, etc. D'autres questions ? Je vous remercie.